T'es un peu blanche. Bon, moi non, ça va, mais là, finalement, j'ai téléphone quasi passé les lunettes pendant la semaine. Oh, vous n'allez pas commencer. C'est un thermomètre. C'est une société pour l'État avec des droits, mais en fait, on avait marre de mon mettre partout. C'est un étude envoyé d'enfants. C'est même pas marqué que c'est fabriqué. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les lunettes tropiques sont heureuses de vous accueillir ce soir pour cette conférence et vous remercie de votre présence. Je voudrais remercier le professeur François Vidal-Durand, que tout le monde connaît ici ou presque, pour son implication sur le sujet de la vision du bébé et qui a fait le déplacement depuis Lyon pour nous parler de ce vaste sujet ce soir. Tropique a décidé de s'investir plus que jamais dans une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce des troubles visuels chez le bébé. C'est pourquoi, avec la participation des opticiens Alain Flelou, partenaire Tropique du 76 et du 27, dirigé par Mademoiselle Caron, Monsieur Caron et Monsieur Morisseau, nous avons invité de nombreuses personnes qui sont en contact direct avec la petite enfance, donc des pédiatres, des personnes travaillant en hôpitaux, les PMI, crèches, conseils généraux, opticiens, ainsi que des mairies, et sans oublier bien sûr les ophtalmologistes et les orthoptistes, sans qui rien ne pourrait être fait en la matière. Donc je vous remercie de votre attention et je donne de suite la parole à Monsieur François Vidal-Durand. Merci Sophie. Donc on va parler de la vision chez le petit bébé, et on va commencer par se dire, se poser la question, comment la vision se développe, quels sont les éléments responsables du développement de la fonction visuelle. Ensuite, on analysera cette fonction et on terminera par un point de vue un peu plus clinique. Alors, la première image que je vous montrais, on va envisager dans le développement de la fonction visuelle les différents facteurs en cause. Facteur optique, bien sûr, la fovea, qui a un rôle très important, le développement sensoriel, c'est-à-dire la partie du développement qui est provoquée par l'expérience visuelle, le développement neurologique des voies visuelles, et on terminera par le développement cognitif, c'est-à-dire la façon dont le bébé comprend et interprète ce qu'il voit. Un petit mot sur le développement optique. Le globe oculaire fait 16 mm 5 à la naissance, 24-25 à l'âge adulte. Sa croissance est insignifiante. Il ne faut pas dire ça aux chirurgiens, parce qu'ils n'aiment pas opérer un œil tout petit, un œil plus petit. Bien sûr, l'œil est plus petit, mais ça n'est pas le volume du globe oculaire qui explique que la fonction visuelle du bébé soit très discrète à la naissance et monte à 12, 14, 15 dixièmes à l'âge adulte. L'expansion de la sphère n'explique pas l'amélioration de la qualité visuelle chez l'homme. À la naissance, les milieux optiques sont clairs, toutes les cellules sont là. Toutes les cellules rétiniennes sont là à la naissance. Il y a les 100 millions de bâtonnets, il y a les 6 millions de cônes, il y a toutes les cellules intermédiaires, bullaires, etc. Tout ce que vous voulez dans la rétine, elles sont là. Je n'ai pas dit qu'elles étaient matures. Le deuxième élément dont on va parler, donc, c'est ce développement, les éléments qui se passent dans la rétine. Il y a plusieurs éléments qui sont très importants. Le premier élément, le premier élément que j'ai mis là, on va le mettre dans un autre ordre, peu importe, c'est la migration des corps cellulaires, des cellules ganglionnaires en dehors de la fovea. Les cellules ganglionnaires, je vous rappelle, c'est celles qui recueillent le traitement rétinien, qui sont à l'origine du nerf optique, à l'origine des fibres optiques qui vont former le nerf optique et aller sur le corps géniculé latéral du thalamus pour emporter le message. Les cellules ganglionnaires sont des grosses cellules et à la naissance, leur corps cellulaire couvre toute la rétine. À l'endroit où la fovea va se former progressivement, où on voudra ensuite avoir une vision de 12, 14, 15 dixièmes, ces corps cellulaires diffractent le ciliate. Les corps cellulaires migrent en dehors de la fovea
entre 0 et 45 mois. À 45 mois, les corps cellulaires se sont tirés sur le côté. Ils ont migré à la périphérie, à l'endroit où de toute façon je vois que 2 dixièmes, c'est-à-dire au-delà de 5 degrés d'angle visuel. Alors ça, c'est un facteur de développement fovéal qui est très important. Le deuxième que je vais citer, c'est la croissance des cônes. Les cônes sont tout petits à la naissance. La partie qui contient le pigment, qu'on appelle le segment externe du cône, commence à apparaître autour de la naissance, un petit peu avant, un petit peu après, selon chaque cellule, et ce cône va pousser de façon considérable. Il pousse comme un cheveu, il est à la moitié de son développement adulte à 15 mois, il est aux 2 tiers à 45 mois. Je crois que c'est ces chiffres. 15 mois, moitié du développement, 45 mois, 2 tiers du développement. Une fois que, au fur et à mesure que ce segment externe des cônes pousse, ces segments externes vont se serrer les uns contre les autres. Ils vont s'agglomérer les uns contre les autres. Je prends l'image, comme les cheveux dans une queue de cheval. Il n'y a pas plus de cheveux avant qu'après, mais ils sont tous au même endroit. De sorte que la distance entre les segments externes, elle va diminuer de façon considérable. Et elle atteint 15 mois, elle atteint la moitié de la valeur adulte à 15 mois et les 2 tiers à 45 mois. Voilà le schéma scientifique, ici le travail de Wilson. La longueur du segment externe, qui est représentée ici à 5 jours, est à la moitié de la valeur adulte à 15 mois, aux 2 tiers à 45 mois. Voilà la valeur adulte. L'écartement entre les cônes, entre ces segments externes, qui est très important à la naissance, est à moitié de la valeur adulte à 15 mois, aux 2 tiers à 45 mois. Ce facteur est extrêmement important pour le développement de l'acuité visuelle chez le nourrisson. L'autre élément, alors que je ne peux pas citer ici, ce serait très très long, c'est la maturation synaptique et la myélinisation que l'on va voir alors tout le long de la chaîne. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des cônes et des bâtonnets, des bulbaires et compagnie, il faut qu'ils soient connectés de façon appropriée. Alors là, on pourrait passer des heures à parler du développement dans la rétine, dans le génicule externe, ou latéral, comme on doit dire maintenant, et dans les 35 aires visuelles. Parce que les ophtalmos connaissent bien l'aire 17, on l'appelle V1 maintenant, l'aire 18 dans laquelle il y a 5 aires visuelles différentes, V2, V3, V3A, V3 ventral, V3 dorsale, etc. Chacune de ces aires ayant une représentation rétinotopique. Chacune de ces aires visuelles représente une portion du monde extérieur. Bon, peu importe comment on les divise, on trouve maintenant, enfin on sait, chez le singe, parce que chez l'homme c'est plus difficile, mais chez le singe on sait, il y a environ 35 aires corticales qui reçoivent du signal visuel. V1 ne reçoit que du visuel, V2 reçoit du visuel un petit peu d'autre chose, et ensuite les aires combinent le visuel avec d'autres éléments auditifs, somnesthésiques, moteurs, enfin prémoteurs, etc. Alors la maturation de ces différentes aires corticales est assez compliquée, elle est de mieux en mieux connue. Elle se fait par une modification des synapses. À la naissance et avant, on a l'impression que le système produit des quantités de neurones qui jettent partout. Vous savez qu'à la naissance, on a perdu la moitié de nos neurones. Après, on en perd pratiquement plus. Les journalistes me disent on en perd 100 par jour. Sur 10 puissance 4 neurones, c'est insignifiant. Dans le grand âge, oui, ça devient un peu plus mauvais. Enfin bon. Avant la naissance, le système a éliminé la moitié des neurones qu'il avait fait pousser, en quelque sorte pour remplir l'espace, et puis ensuite on va conserver ceux dont les synapses arrivent à s'établir dans un circuit. Et c'est là que l'expérience visuelle va jouer un rôle très important pour stabiliser les contacts qui rentrent dans un circuit. À la fois par la distribution anatomique de ces synapses, qui bougent beaucoup au cours de la première année, surtout, et en même temps
par ce qu'on appelle la synchronisation, par le fait que ces synapses se mettent à fonctionner ensemble. Et là, on prend l'exemple, on dit, si chacun pousse sur cette porte, elle ne va pas casser. Mais si on se met à 4 ou 6 et qu'on pousse sur cette porte en même temps, alors on va casser la porte facilement. Les synapses, ça marche comme ça. Pour qu'une cellule dépolarise la suivante, il ne suffit pas qu'elle ait 4000 synapses sur la cellule suivante. Il faut que ces synapses déchargent en quelque sorte comme une vague qui va déclencher la dépolarisation de la cellule suivante. Et là, on sait, depuis Hebb, l'idée vient de Hebb des années 50 et la preuve vient de beaucoup plus récent, on sait que l'expérience visuelle va jouer un rôle considérable pour synchroniser ces synapses. C'est des choses que l'on fait en ayant bouché un œil de singe pendant un certain temps. On crée le singe en biope et on voit que les synapses qui viennent du géniculé sur le cortex sont là, elles y sont toutes, mais le signal ne passe pas. Si on pique une électrode dans la fibre qui arrive du corps géniculé latéral, on a un bon signal. Si on est dans la couche 4C alpha du cortex visuel, là où ça arrive, il n'y a plus rien. Ça ne passe pas. Si on débouche cet œil, si on rouvre cet œil et qu'on bouge l'autre, au bout de 15 jours chez le sage, la connexion est rétablie dans un délai de 8 semaines chez le sage, qui est la période sensible chez le sage, dont on va reparler chez l'autre. Donc, cette expérience visuelle joue un rôle absolument considérable pour mettre les choses en place. Le troisième élément d'introduction que je voudrais dire, c'est pour faire allusion à la contribution cognitive. Dans cette image, j'ai pris à la même échelle un babouin, papio, un animal qui pèse 30 kg, et puis j'ai un crâne que j'ai trouvé lors de la construction d'une résidence étudiante à Lyon, un crâne du XVIIe siècle probablement. La raison pour laquelle je montre ça est la suivante. Si vous regardez les orbites de ces deux primates, elles sont à peu près identiques. L'œil de ce singe adulte est à peu près identique à l'œil de l'homme adulte. L'acuité visuelle, sensibilité au mouvement, sensibilité aux couleurs, sensibilité au contraste, motricité oculaire, saccade, vergence, etc., poursuite, sont pratiquement pareils chez ce babouin et chez l'homme. Si maintenant je descends en dessous des orbites, alors j'ai la fosse nasale. Alors chez l'homme, elle a disparu parce qu'elle est toute fragile. Elle a un rôle de survie chez le singe qu'elle n'a pas chez l'homme. Les bouquins disent qu'il y a 9% des gens qui sont anosmiques, la plupart ne le savent même pas. Si je continue à descendre, alors chez le singe, j'ai l'organe avec lequel il domine son monde. Ses canines font 11 cm de long. Le singe domine son monde, sa guenon, qu'il a conquis en se battant avec l'autre mâle, avec ses dents. Il creuse la terre pour trouver à manger, il tue le lion, c'est le seul animal qui tue le lion. Chez l'homme, les dents ont tellement régressé qu'elles n'ont plus pratiquement qu'un rôle décoratif. On fait bouillir, cuire ce qu'on mange, on le fait McDonaldiser, hacher, enfin bon. Alors elles ont un rôle social très important, c'est très joli, comme dentition. M. Chirac s'était fait limer les siennes quand il est devenu candidat à la présidence de la République. Vous n'avez pas regardé les premières images de M. Chirac avant qu'il soit élu président, et puis au cours de sa campagne. Entre-temps, il était limé des incisives qui étaient très pointues. Bon. Ouais. Les dents ont un rôle social et politique considérable, mais elles sont chez l'homme en régression très importante. On se fait enlever les 4 dents du fond, sinon à 40 ans on ne peut plus fermer la bouche. Enfin bon, c'est un organe qui est en régression. Si maintenant je remonte au-dessus des orbites, alors chez le singe c'est le désert, et chez l'homme il y a 1 litre de masse cérébrale en plus. 1 litre, 1 kilo, comme vous voulez. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le même objet lumineux, visible, qui va tomber, qui va être capté par l'œil du singe, comme par le nôtre, chez nous, va faire l'objet d'un traitement cognitif, symbolique,
extrêmement important. Ce qui fait qu'on va pouvoir extraire de notre monde extérieur une quantité de signaux que le singe ne comprendra jamais. On n'apprendra jamais à lire à un singe. Il ne peut pas. Il ne peut pas passer par le symbolique pour apprendre ses lettres. Il peut apprendre les lettres et les reconnaître. Bien. On peut lui apprendre à les grouper, mais le singe n'a pas accès à la parole, à l'écriture, à la parole et à l'écriture. Ce qui veut dire, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que chez le bébé, dont la vision, dont le système visuel est encore incomplet, le système cognitif va lui permettre de faire une quantité de choses. Et on va en évoquer un certain nombre. Alors la notion de période sensible, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, oui, cette diapo aurait dû être avant. Bon. Chez le singe, on la connaît parfaitement, on a pu ouvrir, fermer les yeux des singes comme on voulait et aller mesurer ce qui s'est passé. C'est une modification rapide des connexions sous l'effet de l'expérience visuelle. Je dis tout à l'heure, ça affecte la transmission des signaux à l'entrée du cortex visuel. Voilà. Le signal est mélangé avec du bruit, alors ça c'est un autre élément qui est très important chez l'homme, enfin dans notre vision, c'est que nous n'analysons qu'une petite partie du signal que nous voyons. Il y a une très grosse voie qui redescend du cortex visuel sur le géniculé, sur le corps géniculaire, qui bloque la plupart des transmissions. Et quand on regarde un objet, on met son attention sur cet objet et le reste en quelque sorte n'est pas traité, ou très peu, très mal. C'est les processus cognitifs visuels. Voilà. L'œil privé de bonne image, personne n'accède au cortex visuel. Alors chez l'enfant, la période sensible commence probablement pas avant 3, 4, peut-être même 6 mois. Et c'est une question que posait tout à l'heure une personne ici, de dire le bébé qui naît à 5 mois de grossesse et qui bénéficie d'une expérience visuelle 3-4 mois avant les autres, il n'en bénéficie pas. Ça ne sert à rien. Il ne se retrouve pas en avance par rapport à celui qui commence à voir à la tête de maman que après 9 mois de grossesse. C'est un point important parce que quand on parle d'amblyopie, il n'est pas certain qu'il y ait des amblyopies avant 3 mois. Par exemple, l'amblyopie strabisme. Ça n'a pas été démontré. On va y faire attention, mais... Et puis, la période sensible se termine alors entre 5 et 7 ans. Alors, les ophtalmologistes citent des cas d'enfants qu'on découvre amblyopes à 7 ans, qu'on va quand même occlure en disant peut-être qu'on va récupérer, on peut récupérer quelque chose, on récupère peu de choses et au prix d'une occlusion féroce qui peut être très pénalisante, très gênante pour l'enfant. Sauf qu'en principe, à partir de 7 ans, l'ophtalmologiste abandonne l'idée de récupérer une amblyopie. Ce qui est important, c'est que cette période sensible, la sensibilité du système à l'expérience visuelle, passe par un maximum qui est entre 1 et 3 ans. Ce qui est un très gros problème, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais mesurer, prendre en charge un enfant entre 1 et 3 ans est beaucoup plus difficile qu'avant, c'est facile, après où ça redevient facile. Mais c'est le principe. Il y a des bons petits à 2 ans, je sais, mais enfin, en principe, c'est plus difficile. Alors on va parler de ce nouveau-né. On va parler du nouveau-né. C'est un petit être qui meurt, qui mange, qui ne marche pas, qui ne parle pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas les caractéristiques de l'espèce humaine. Et pendant longtemps, historiquement, on avait un peu de doute sur ce nouveau-né avant qu'on l'accepte dans la famille comme un être à part entière. Et les soins aux nouveau-nés, y compris en ophtalmologie, et aux tout petits, n'ont commencé que relativement récemment. Ce qui était un peu méprisé sur le plan de la prise en charge médicale, si on accepte les éléments de survie, qui eux sont pris en charge depuis plus longtemps. C'est les adultes qui décident ce qui va être bon pour lui.
c'est pas lui qui voit. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il voit? Alors voilà un nouveau-né qui a les yeux bien ouverts, en voilà un autre qui a les yeux parfaitement ouverts, qui a 15 minutes d'âge, et on s'est demandé, depuis les années 80, c'est un film américain, c'est pour ça que vous souriez, c'est bon, peu importe. On s'est demandé pendant longtemps, est-ce que ce bébé voit? Et les traités d'ophtalmo ou même de psychologie d'il y a 20 ou 30 ans disaient la fonction visuelle du bébé n'est pas présente à la naissance. Le bébé à la naissance, il ne voit pas. Il ne voit pas jusqu'à ce qu'on a cherché, jusqu'à ce qu'on se soit mis à chercher qu'est-ce qu'il voit. Le premier élément qui a été observé, je vous donne cette photo qui vient de Baudeloc, dont je n'ai jamais pu trouver la vraie origine. Elle est citée dans le livre d'Amiel Tison. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit ah, c'est une photo qui est dans le service depuis toujours, enfin depuis 20 ans. Etc. Probablement une photo des années 60-65, quand les néonates ont commencé à mieux maîtriser la naissance des bébés prématurés et à les maintenir en vie. Celui-ci, il s'appelle dans le livre hypotrophie, qu'on dirait aujourd'hui retard de croissance intra-utérin. Il est né à 34 semaines et le médecin, avec un œil de bœuf, un tu m'as vu, c'est tropique, bon, arrive à le faire suivre. On a un enfant de 34 semaines qui suit. La difficulté, c'est qu'il faut bouger très lentement. C'est là où les gens, enfin, on a mis longtemps à mettre ça au point parce qu'il faut déplacer l'objet à une vitesse extrêmement lente. Mais vous faites tourner la tête et les yeux de ce bébé. Donc il voit quelque chose. L'autre élément qui a montré que cet enfant voyait, c'est, alors on peut le faire fixer, là voilà, 3 jours, hein, il fixe sa mère manifestement quand on le regarde, et si on demande à la maman d'ouvrir la bouche en grand, le bébé imite. Ce qu'on appelle l'imitation néonatale. Alors, je vous montre le document original de collègues britanniques qui en 83 ont été les premiers à publier ce genre d'image en disant si on tire la langue très fort, si on ouvre la bouche grand et si on fait la moue, le bébé imite. Alors, il faut tirer la langue bien fort et il faut 20, 30, 40 secondes pour que le bébé recrute ses neurones et qu'il trouve comment il faut qu'il réponde. Mais ce qui est frappant, et ce qui nous étonne, c'est que non seulement le bébé, c'est que le bébé tire la langue, si on tire la langue, il ouvre la bouche si on ouvre la bouche, et il fait la moue si on fait la moue en face. C'est-à-dire que non seulement il voit un visage, mais il voit ce que fait ce visage, et il a quelque part dans son patrimoine génétique la capacité à répondre de façon appropriée. Et ça nous en a bouché un coin. Au point que quand ce papier est sorti en 83, les gens ont mis un certain temps à l'accepter. Et puis ça a été reproduit un très grand nombre de fois, et maintenant tout le monde sait que c'est une vraie observation, c'est pas une escroquerie. Donc le bébé, à la naissance, voit mieux qu'on ne croyait auparavant. Alors, conséquence de ça, première partie de l'examen que les scientifiques ont pratiqué, j'ai pas mal donné là-dedans, eh bien on va mesurer l'acuité visuelle de ce bébé. Alors au début on utilisait les cartes de Teller aux États-Unis, enfin qu'on achetait aux États-Unis. C'est un réseau vertical carré, enfin bon, vous l'avez probablement vu auparavant. Au bout de quelques années, j'ai fait faire à Tropic j'ai conçu d'autres cartes, mieux faites que David Teller, qui est une vieille copine, n'avait pas pu faire parce que elle avait une impression, les méthodes d'impression ont beaucoup changé depuis. Maintenant, les imprimantes sont complètement contrôlées par ordinateur. On peut faire les motifs que l'on veut. De sorte que j'ai fait faire les cartes d'acuité qui sont à côté, qui sont un motif circulaire concentrique avec une fonction de luminance strictement sinusoïdale, ce qui fait qu'il n'y a pas d'harmonique. Enfin, je peux aller dans les détails. C'est un stimulus pur qui est amorti sur les bords avec une fonction mésa. Enfin bon, c'est un motif qui a été très étudié avec un
collègue psychophysicien à Oxford, de façon à ce qu'il n'y a pas d'effet de bord et on ne peut pas voir les composantes fréquentielles, on ne peut pas voir les harmoniques. Alors pour ceux qui font de la musique, ils comprennent tout de suite. Si on fait un réseau carré, on peut décomposer un réseau carré en différentes harmoniques. En d'autres termes, dans les cartes de Teller, on peut théoriquement voir autre chose que la barre qui saute aux yeux, si on a une mauvaise vision. Enfin, je peux aller dans les détails si vous voulez, mais je ne vais pas vous perdre là-dedans. On a fait les cartes de tropiques parce qu'on voulait faire des cartes moins chères, plus solides, et on voulait les faire espacer très régulièrement en fréquence spatiale. Alors que les cartes de Teller sont irrégulièrement espacées. Alors, il y a des détails comme ça qui font que le produit est beaucoup mieux que le concurrent. Ces cartes peuvent être présentées devant le bébé à la naissance. Hein. Quand j'ai une copine qui accouche, je vais lui montrer que son bébé voit à la clinique. Ça prend un peu de temps. Il faut savoir que le bébé, le nourrisson, le bébé naît photophobique. Et dans les salles où les mamans sont, en général, il y a plein de lumière. Ce qui fait que vous arrivez là, il dort. Tu penses qu'il dort. Il ne dort pas, il est ébloui. Si, je sais, il dort 22 heures par jour. Hein. Mais enfin bon. Mais si on éteint tout, qu'on met le bébé face à la petite source au faible éclairage, qu'on prend le bébé en position de grenier avec la colonne vertébrale qui repose sur votre avant-bras, normalement, il ouvre les yeux. À condition qu'il n'est pas trop chauffé en sortant du tuyau, mais du tunnel, mais enfin bon. Mais normalement, il ouvre les yeux et on peut mettre la carte en face et on voit, et on peut mesurer l'acuité visuelle de ce bébé. Alors, celui-ci a 3 jours. À partir du 4e mois, on mesure l'acuité derrière un paravent, de façon à ce que le bébé ne soit pas distrait par son environnement. Alors, on se cache derrière le paravent dans une fenêtre. Alors, on a l'effet fenêtre qui est très important. On voit toujours mieux ce qui est encadré que ce qui n'est pas encadré. C'est pour ça qu'on met un cadre au tableau. On se met derrière la fenêtre et on introduit sa carte et on regarde les yeux du bébé par le petit trou et on peut voir s'il tourne ses yeux à droite ou à gauche. Il faut bien sûr travailler à l'insu, c'est-à-dire sans savoir de quel côté sont les ronds avant de les présenter. Voilà. Et on... Bon, voilà la situation. On commence par mesurer l'acuité binoculaire, comme ça on ne touche pas le bébé, il joue à coucou derrière la carte avec nous, on mesure cette acuité binoculaire. Ensuite on lui pose un cache qui risque de faire chuter son niveau de coopération, ce qui fait que si on a un chiffre correct en binoculaire, mais ensuite un chiffre un peu faible à chaque œil, on est quand même tranquille à condition que ce soit le même chiffre sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Et on obtient que le bébé à la naissance voit un 20e. Un 20e. Alors un 20e, c'est la cécité légale, mais avec un 20e, on vient de dire, il peut voir que sa maman tire la langue ou ouvre la bouche, lui fait l'amour. À 3 mois, le bébé a un 10e. Alors, je ne vais pas faire l'insulte aux professionnels, mais vous savez qu'avec un 10e entraîné, on peut rentrer à bicyclette à la maison. Un 10e entraîné. C'est-à-dire on vous baisse à un 10e, pendant 3-4 heures, on vous fait tourner autour du bâtiment, aller chercher 3 pointes, etc. Et là, vous pouvez rentrer à bicyclette chez vous. C'est une expérience qui a été faite au Canada. C'est vrai, les automobilistes sont moins sauvages qu'ici. Comme maintenant, ils sont pas mal domestiqués. À 6 mois, le bébé a 2 dixièmes. Dans les mêmes conditions d'entraînement, vous, avec 2 dixièmes, vous pouvez lire le Normandie, je crois, le journal local. Hein. Ouais. Pas très facilement, mais enfin, vous pouvez. À 9 mois, le bébé a 3 dixièmes. Dans la même circonstance, vous liriez Le Monde. Je ne veux pas dire que le bébé de 9 mois lit Le Monde, évidemment. Mais ceci pour dire, à 9 mois, un enfant voit un cheveu sur une page blanche. Un cheveu. Peut-être pas blond, je ne sais pas, hein, mais enfin, bon, à 9 mois, un bébé voit un cheveu sur une page blanche. À 12 mois, il a 4 dixièmes. Il a bientôt passé son permis de conduire. Alors attention, il faut quand même dire
c'est des dixièmes de résolution. Ce n'est pas des dixièmes morphoscopiques. De sorte que si à 2 ans, par exemple, le bébé a 5-6 dixièmes de résolution, quand il va commencer à lire les petits dessins sur les cadets ou des tests comme ça, il aura racine carrée de 2 en moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 dixièmes, il aura à peu près 3,8. À 1 an, au lieu d'avoir 4 dixièmes de résolution, il aurait 2,8 à peu près. Nous, si on peut lire jusqu'à la dernière ligne qui vaut 12 dixièmes, on voit bien en dessous qu'il y a encore 2 lignes. Mais je ne peux pas les lire, mais je les vois, les lignes. Hein. La différence entre la résolution et la morphoscopie. Voilà. Donc, cette acuité se développe rapidement au cours de la première année. On a une étude faite sur 14 enfants à partir de 3 jours hein, jusqu'à 1 an. Ça se développe régulièrement. Les écarts réduits sont là. Ils sont tous pareils. On avait pris, j'avais pris ce travail que j'ai fait il y a quelques années, j'avais pris 14 bébés nés à terme dans de bonnes conditions et mesurés toujours par la même personne, par moi-même, dans les meilleures conditions possibles. Les mamans me téléphonaient chaque mois, je téléphonais 4 jours avant pour dire on arrive à la date, quand c'est le bon moment, vous me téléphonez, quand il est bien réveillé. Je prenais des bébés qui étaient près, soit près de chez moi, soit près du labo, pour pouvoir y être dans les 10 minutes. Et dans de bonnes conditions, c'est étonnant comme ils se développent à la même vitesse. Voilà pour l'acuité. Deuxièmement, champ visuel. Un petit mot sur le champ visuel qui a été mesuré, alors ça se mesure pas beaucoup en clinique, hein, ça prend beaucoup de temps, c'est un peu délicat, mais les scientifiques, les collègues hollandais ont fait ça de façon extrêmement complète. Ils mesurent ça par confrontation. Je reviendrai sur la dernière phrase tout à l'heure. Et on va montrer, alors voilà, ils font ça comme ça, la dame de derrière est cachée par un grand rideau, elle a juste un petit trou dans lequel elle attire l'attention du bébé, et quand elle voit que le bébé regarde le petit trou, elle dit à son collègue, vas-y, 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 à droite, vas-y, vas-y, à 9h, vas-y, vas-y, ici, etc. Et ils font 700 regards sur chaque bébé. Il faut dire, quand ils ont fait ça en 86, enfin, ils ont pu dire 86, les gens avaient tellement peu, ils savaient tellement pas où étaient les limites du champ visuel il fallait obtenir seulement de réponses pour avoir une statistique avec un coefficient d'erreur possible inférieur à 0,05%. De sorte qu'il multipliait le nombre de regards observés jusqu'à obtenir une pureté statistique très très grande. Et il tombe sur ce schéma, que vous avez peut-être vu, que j'ai beaucoup publié, dans lequel on montre l'acuité à 1 mois d'âge, c'est-à-dire 30 degrés de chaque côté du point de fixation, 20 degrés en haut, peut-être 15 ou 20 en bas, pas plus. Le champ visuel inférieur étant un peu plus lent à se développer chez le bébé. Bon, ce qui est important, c'est que ce champ visuel grandit de façon considérable au cours de la première année. Voilà le 3 mois, voilà le 6 mois, voilà le 11 mois. À 1 an, le champ visuel est presque adulte, sauf en bas. À 1 an, le champ visuel est presque adulte. Mais, quand un jour j'ai dit ça à une conférence, à la fin, il y a monsieur qui s'est levé et qui m'a dit, écoutez, voilà, je ne peux pas admettre ce que vous avez dit sur le champ visuel. Je suis commissaire de gendarmerie, je sais pas quoi, capitaine de gendarmerie, responsable de la sécurité des enfants, enfin des problèmes d'enfants. Et nous savons que le champ visuel de l'enfant n'est pas adulte avant 10 à 14 ans. Je dis, vous confondez le champ visuel et le champ attentionnel. Pas du tout pareil d'être devant un grand truc tout noir avec un point blanc qui arrive, hein, ou dans une coupole si c'est dans votre cabinet,
et puis d'être dans la vie réelle, où si je vois maman, quand je sors de l'école, je vois maman sur le trottoir d'en face, toute mon attention est sur ma maman et je ne peux pas faire attention au camion, au bus qui arrive ici. Et nous apprenons au cours de l'enfance à nous servir de notre champ visuel. On apprend à ses enfants, fais attention où tu marches, tu trouves bien qu'il y a une crotte de chien. Bon. On voit passer une superbe femme sur le trottoir d'en face, on marche dans la crotte et on ne se dit pas j'ai un scotome. J'ai mis toute mon attention sur cette Carla Bruni qui était en face. Bon. Le champ visuel, ça s'apprend. Le champ visuel, ça s'apprend. On en a un exemple on a des tas d'exemples. Hein. On a celui du rétroviseur, quand on apprend à conduire. Vous savez qu'il n'y a que la moitié des conducteurs qui se servent du rétroviseur. Ça, c'est les statistiques d'INRET, l'Institut national de la recherche sur les transports à la sécurité. Je fais un travail avec eux sur le sujet. La moitié des gens, les conducteurs, n'apprennent jamais à se servir du rétroviseur. Les gens qui apprennent à s'en servir, si on les mesure en laboratoire, ils ont une zone de sensibilité là où ils sont beaucoup plus sensibles à ce qui arrive dans le champ visuel ici, que là, ou là, ou là. C'est des choses qu'on apprend. Professeur Corbet, le directeur des Invalides, l'ophtalmologiste responsable des yeux de l'armée de l'air française, apprend à ses pilotes à ne pas bouger les yeux, aux pilotes de chasse, hein, et à développer l'attention sur leurs différents écrans. Parce que si les types ne peuvent pas se permettre de perdre 400 millisecondes, enfin 165 pour déclencher une saccade ici, regardez ce qu'il y a là-dedans, 165 saccades pour venir au milieu. Quand vous êtes un Mac 2, vous ne pouvez pas perdre 400 millisecondes, sinon vous êtes dans le haut dans la montagne. Hein. Bon. Et il entraîne les gens à faire attention à ce qu'il y a là. Et alors il y a beaucoup d'exemples là-dessus, entre les populations de chasseurs, par exemple, hein, qui voient tout ce qui bouge. Et puis au contraire, les intellos qui voient bien ce qu'il y a au milieu et qui ne voient pas ce qui bouge. Donc l'utilisation du champ visuel, ça s'apprend. En revanche, le développement du champ visuel est complètement biologique. Chez le singe, il n'est pas altéré par la privation visuelle. Ça bouge tout seul. Alors chez l'enfant, on le mesure pas beaucoup. On le cherche. Moi, je le mesure systématiquement quand il y a une lésion cérébrale connue, que ce soit leucomycite périventriculaire, que ce soit tumeur, lésion quelconque. Ça prend du temps, il faut bien 20-25 minutes pour garder ce gamin éveillé, mais bon, on arrive à peu près, on peut trouver des hémianopsies, on les trouve toujours, on peut trouver des quadranopsies chez un bébé de 6 mois, 8 mois. Un petit mot sur l'accommodation. Il s'est dit beaucoup de sottises sur l'accommodation parce qu'elle est difficile à mesurer chez le bébé. Alors beaucoup de gens ont pris des images en échographie, on prend une image de l'œil, on calcule sa puissance, sachant que le cristallin se fait 40 dioptries, que la corde descend de 15, 3, comme ça. On prend la taille de l'œil et on dit le bébé ne voit qu'à 17 cm. D'autres qui disent 22, 25, 35, bon, n'importe quoi. Ils oublient que l'acuité visuelle du bébé de 3 mois, 6 mois, 9 mois est encore faible. Il y voit pas, il voit de la même façon ce qui est dans le plan où théoriquement il accommode que devant ou derrière. Pour voir flou, il faut pouvoir voir net dans un plan, ce qui n'est pas le cas chez le bébé, de sorte que le bébé, c'est vrai, a une accommodation qui fluctue jusque vers 2 mois, 3 mois. À partir de 2 mois, 3 mois, l'accommodation devient beaucoup plus précise. La démonstration indirecte est faite par ces deux collègues qui ont mesuré l'acuité visuelle de bébé à 6 mètres de distance. Ils ont fait de très grandes cartes d'acuité dans une ancienne chapelle désaffectée aux États-Unis, et ils ont mis les bébés à 6 mètres. Et ils ont vu que l'acuité angulaire observée était la même que leurs collègues qui ont travaillé à 13 cm, 51 cm, 50 cm,
150 cm, 33 ou 39 cm. Et eux, 610 cm, c'est-à-dire 6 mètres, c'est-à-dire 20 pieds aux États-Unis. Et les bébés avaient la même acuité à 6 mètres, donc ils ont la même acuité angulaire, donc l'accommodation n'influe pas sur l'acuité visuelle du bébé. L'accommodation n'est pas un facteur limitant de l'acuité visuelle du bébé. Alors pourquoi on dit le bébé, ça voit que très près? Parce que votre tête à 20 cm, elle occupe tout mon champ visuel. Votre tête à 6 mètres, elle fait 6 mètres. Ici, elle fait 1 degré. Vous avez une tête d'épingle. Enfin, j'ai une tête d'épingle. Hein? C'est-à-dire que les objets, plus ils sont loin, plus ils sont petits. La probabilité que le bébé s'intéresse et regarde cette tête d'épingle à 6 mètres devient très faible. Première raison. Deuxième raison, c'est la difficulté qu'a l'enfant, pendant longtemps, à isoler la forme du fond. Votre tête, votre tête, elle est perdue dans un fatras de têtes, de chaises, de motifs dans le tapis, de trucs, il y en a partout. Isoler votre tête, trouver votre tête dans ce fatras, pour un bébé est très difficile, au moins jusqu'à 8-9 mois. Jusqu'à 8-9 mois, le bébé a terriblement de mal à isoler un objet lorsqu'il est mélangé avec d'autres. Alors bien sûr, encore une fois, si votre tête est tout près, je n'ai pas à faire ce travail d'isoler votre tête du fond. Ces motifs expliquent pourquoi le bébé s'intéresse, regarde ce qui est proche. Il y a une troisième raison, c'est que à partir d'une certaine distance, qui est à peu près délimitée par les bras, on est en dehors de l'espace de préhension du bébé. Sylvain Tatouet l'appelle l'espace haptique. Haptein, en grec, ça veut dire attraper. Alors bon, faut prendre. Bon, moi je préfère dire espace de préhension. Je dis, oh, mais ça fait trop commun. Bon. En dehors de l'espace, ce qui ne peut pas être attrapé, ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez très bien ces bébés, vers 6-7 mois, assis par terre, etc. Nous, on approche d'eux, pieds nus sur la moquette, avec un petit objet au bout d'une canne. Je ne peux plus faire ça à mon âge, puisqu'on tremble, mais avant, je l'ai fait plus jeune, et puis d'autres l'ont fait beaucoup. Et vous voyez très bien que, indépendamment de la taille de l'objet, vous voyez le bébé qui s'intéresse à l'objet quand il touche cette espèce de bulle artificielle, en fait, de fausse bulle, qui est délimitée à peu près par l'extension de ses bras. Donc, si cet objet n'est pas attrapable, il n'est pas intéressant. Ce qui explique, troisième raison, qui explique que le bébé s'intéresse davantage aux objets qui sont plus proches. Mais il ne faut pas taxer l'accommodation. Ceci dit, il faut faire très attention en clinique aux troubles d'accommodation qui surviennent chez les infirmateurs cérébraux, chez certains grands prématurés qui ont des séquelles de prématurité, chez les trisomies 21, dans un certain nombre d'X fragiles, pas la proportion, mais on va la voir bientôt. Il y a un certain nombre de pathologies générales d'origine neurologique dans lesquelles l'accommodation est incomplète, voire parétique. Un petit mot sur la réfraction, alors je ne vais pas insister parce que vous savez, le bébé naît hypermétrope de 2 dioptries environ. L'hypermétropie, normalement, doit avoir décru entre 5 et 7 ans, doit être annulée entre 5 et 7 ans, sauf ceux chez qui l'hypermétropie est excessive, sauf ceux chez qui l'hypermétropie est différente entre l'œil droit et l'œil gauche. Et vous savez que l'hypermétropie excessive ou l'anisohypermétropie est la cause principale de strabisme. Le strabisme précoce est une petite proportion des strabismes. La plus grande part des strabismes, probablement plus de 90%, est d'origine réfractive. Donc, compensable par une perte de lunettes précoce. La myopie, alors, oui, on m'a fait mettre 1% parce que mon copain... Mais ça vient d'une expertise collective de l'INSERM. D'ailleurs, beaucoup de ces données dont je parle sont résumées
dans une expertise collective de l'INSERM, à laquelle j'ai été invité à participer. Vous trouvez ça en faisant INSERM dans Internet. Ensuite, vous cherchez dans publication. Ensuite, vous cherchez dans expertise collective. Et parfois aussi, si on fait expertise collective INSERM, on arrive directement dessus. Il y a ces données. Quand on a fait cette expertise collective, les données de la littérature donnent environ 0,3% de myopie avant 1 an. Les collègues ophtalmos qui étaient là ont dit si on met 0,3%, les gens ont dit oh ça n'existe pas, on ne va pas le chercher. Il faut mettre au moins 1%. J'ai dit non, tu peux pas mettre 1%. Dans une expertise collective, si on n'est pas d'accord avec un truc, on démissionne, on s'en va et votre contribution est perdue. Bon, alors sur ce seul point, avec lequel je n'étais pas tout à fait en accord avec mes collègues, j'ai cédé. Je me suis couché et j'ai dit bon, je dirais 1%. Et je ferai le commentaire derrière. La myopie augmente avec l'âge, vous le savez. Il n'y a pas de myopie qui... Les myopies peuvent disparaître ou régresser au cours de l'enfance. Elles réapparaissent toujours à l'adolescence. Il y a une cohorte de 245 personnes qui sont suivies à Boston, que j'ai étudié aussi, et dont j'ai les résultats. Ces gens-là ont maintenant plus de 30 ans. Ils pouvaient être myopes au cours de la première année. La myopie s'atténue chez un certain nombre. Elle réapparaît toujours à l'adolescence. Comment vous expliquez ça? Pardon? Comment vous expliquez qu'une myopie régresse? Je suis un peu dur de la feuille, alors je m'approche. Comment une myopie régresse? Pourquoi elle régresse? Personne ne sait ni les conditions d'apparition de la myopie et personne ne sait prévoir les raisons de l'évolution de la myopie. Quand j'ai commencé à étudier ce genre de choses, il y a 30 ans, on disait on devient myope jusqu'à 20-25 ans, et puis c'est stable. Et puis maintenant, bon, vous le savez tous, on continue à avoir des myopies qui peuvent monter jusqu'à 35 ou 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On est mieux éclairé qu'avant. On porte une paire de lunettes plus tôt, enfin on se fatigue moins la vue. On étudie plus, tout le monde étudie. Tout le monde étudie. Mais tout le monde étudie dans de bonnes conditions, on est bien éclairé. Moi quand j'étais à l'école, ici, il y avait une ampoule de 40 watts tous les 5 mètres. Et on n'était pas... Et aujourd'hui, il y a une myopisation de notre société, des sociétés occidentales que l'on ne comprend pas. Par laquelle on n'a pas de base. Alors les gens disent c'est l'ordinateur, mais c'est arrivé avant. L'astigmatisme, bon, on est toujours avec un petit astigmatisme. En principe, il régresse, sauf quand il régresse. Je viens de dire que les défauts de réfraction sont la cause principale du strabisme. Et le principe, c'est que si le défaut de réfraction est découvert suffisamment tôt, l'enfant ne doit pas faire son strabisme. Ça ne marche pas à 100%. C'est-à-dire que l'enfant qui a sa paire de lunettes précocement avant 1 an, en principe ne devrait pas développer son strabisme. C'est très difficile à prouver parce qu'on ne peut pas faire de cohorte, on ne peut pas dire on va donner la paire de lunettes à la moitié des hypermétrants que pas à l'autre. Mais il y a une observation clinique très forte sur laquelle il y a un bon consensus, aussi bien en France qu'ailleurs. D'où l'importance de mesurer la réfraction précocement. La schiascopie disparaît, enfin elle revient un peu chez les orthoptistes, depuis que leur décret a été changé. Le rétinomac, c'est une merveille. Moi j'ai utilisé le Sursight, que j'ai trouvé très bien aussi. Bon. Il y en a différentes marques. Les résultats obtenus sont très fiables. Ça n'est jamais aussi précis qu'une schiascopie. Enfin, dans les études que l'on voit, c'est jamais tout à fait aussi précis. Mais
Si déjà on pouvait faire un Étidomax ou un Sursight ou un truc comme ça chez tous les bébés avant 1 an, on éviterait beaucoup de problèmes. Et si avant 1 an on ne corrige pas à la demi-dioptrie près, ça n'a probablement pas d'importance. Mais en disant ça, je prends des risques. Voilà pour la schiastopie. Un petit mot sur l'orientation spatiale. Ça, c'est un test que j'aime bien, test de Labro. C'est un petit château, c'est un créneau, derrière lequel on fait passer un petit objet. En fait, c'est un test qu'on utilise dès qu'on a un problème chez un enfant, et particulièrement les problèmes d'origine neurologique, les ex prématurés, les infirmités motrices cérébrales, les déficits visuels d'origine centrale, ce qui était autrefois appelé les cécités corticales infantiles, qui n'existent pas. En revanche, il y a des déficits visuels d'origine centrale. Quand je dis que les cécités corticales infantiles n'existent pas, c'est qu'on n'a jamais montré un enfant qui a un trouble cortical, un trouble dessous. Bon, ce qui fait que depuis Choni 91, on dit déficit visuel d'origine centrale. C'est ces bébés qui détectent un truc mais qui n'investissent pas leur regard, qui n'ont pas d'engagement attentionnel. Ils ont une vision, ils détectent les choses, mais ces choses ne sont pas intéressantes. Alors ils voient un truc parce que c'est contrasté ou parce que ça bouge, mais on a terriblement mal à les faire fixer. C'est des gamins, c'est des enfants qui ont un déficit important et qui sont évidemment l'objet de prise en charge dans les camps, les SAIS, SAFET, enfin les différentes structures dont on varie avec les régions qui vont les prendre en charge. On voit toujours un retard à ce test chez les enfants ex-grands prématurés. Et le retard se comble avec l'âge. Les enfants qui ont du mal à dégager leurs yeux de leur tête, ce qu'on appelle la dissociation du bloc oculocéphalique, normalement intervient à 4 mois. Les enfants qui ont du mal à aller explorer, qui ont un port du cou et de la tête très saccadique pendant plus longtemps, et qui permettent de voir progressivement la récupération, en général sous l'effet de psychomotricité, kinésithérapie, d'éducation spécialisée. Mais on ne fait pas ça de façon systématique. La stéréoscopie, alors c'est un élément très important, très intéressant. On sait en laboratoire que la stéréoscopie intervient au 4e mois. On met le gamin dans un baby relax en face de 2 écrans avec un qui est plat et l'autre qui a un motif en relief, et un regard préférentiel. Il faut à peu près 1 heure de temps éveillé pour obtenir une bonne réponse. C'est-à-dire qu'on fait 10 jours de suite, une séance de 10 minutes. On donne 100 francs à l'époque. Enfin, c'était $10. Quand j'étais à MIT, ils faisaient ça à l'étage en dessous, hein, pour fermer les mamans tous les matins. Et puis, dès que le gosse était éveillé, hop, on le mettait devant ces 2 écrans. Donc, on peut montrer que la vision stéréoscopique intervient au 4e mois. En clinique, on l'a avec le test de langue ou les plaquettes tropiques, qui sont pareilles, à partir de 7-8 mois. À partir. Et il y a toujours une proportion d'enfants qui ne le font pas, et on ne sait pas pourquoi. Et ils vont le faire à la séance suivante. Ils vont le faire 3 mois plus tard. Donc il l'avait à 9 mois. De sorte qu'on ne tient compte de ce test que quand il est positif. Si l'enfant ne le fait pas, on ne va pas affirmer qu'il n'a pas de vision stéréoscopique. On va dire qu'il n'a pas répondu à mon test. Ça, c'est le problème un peu global général avec les petits. On n'a pas toujours le niveau de coopération que l'on voudrait. C'est le bébé. La stéréoscopie atteint un niveau pratiquement adulte à 3 ans. Avec une finesse, une acuité stéréoscopique qui est pratiquement adulte autour de 3 ans. C'est les travaux des collègues du MIT. Un petit mot sur l'oculomotricité. Les saccades, ça vient très vite. Les saccades oculaires se développent très rapidement. J'ai mis cette image, la collègue, Harris, parce qu'elle est très démonstrative. Il fait faire des saccades à un bébé de 2 mois, de 22 degrés à droite à 22 degrés à gauche. C'est énorme.
La plupart de nos saccades sont dans une gamme qui fait 15 degrés. Saccade de plus de 15 degrés, enfin. Donc là, il demande une très grande excursion. Et ce qui est intéressant, c'est que tantôt le bébé fait 1, 2, 3, 4 saccades pour faire cette excursion. Tantôt il en fait que 2, tantôt il en fait qu'une. Tantôt il en fait qu'une, mais elle est un peu hypothétique. Hein. Puis là, il en fait 2. À 4 mois, ça s'organise, déjà beaucoup mieux. Avec là 2 saccades. Là, il fait les 2 tiers du chemin et il met 1 seconde et demie à s'apercevoir qu'il n'est pas sur la cible. Ce qui est considérable. Voilà. À 7 mois, la saccade est presque comparable à l'adulte. Pas tout à fait. À 7 mois, les saccades sont pratiquement adultes. Dans leur dynamique. Je vais rester sur les saccades. Oui, j'ai pas mis d'image sur la vergence, parce qu'elle s'observe très facilement. C'est le boulot de base de l'orthoptiste à cet âge-là, ou l'ophtalmologiste, pardon. L'émergence se développe très rapidement. Le bébé, à 1 mois, 2 mois, doit converger jusqu'à son nez. Avec une précision qui reste un petit peu inférieure. Bon. Là, sur les saccades, j'ai oublié de dire qu'elles ont une dynamique adulte à 7 mois, mais elles ont une latence de déclenchement qui reste beaucoup plus longue, jusque vers 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire que ça part à la bonne vitesse, à partir de 7 mois à peu près, et le temps entre le moment où le stimulus arrive et le moment où l'œil part reste très long et diminue progressivement, mais jusqu'à 5 ou 7 ans, avant que la latence atteigne ses valeurs adultes. Parce qu'il n'y a pas de conséquences en clinique. La poursuite lisse, on en trouve des tout petits bouts à partir de 3 semaines. La difficulté dans le domaine, la querelle que vous verrez parfois entre les scientifiques, c'est que on dit combien de poursuites lisses veux-tu pour dire qu'elle est là? 200 millisecondes, 400 millisecondes, poursuite lisse pour au moins 2 secondes, non? Enfin bon, ça c'est l'histoire d'appréciation. Ce qui est important en clinique, c'est qu'à partir de 5 mois, on doit avoir une poursuite lisse. Hein. On balade un objet à la vitesse d'un œuf qu'on tient dans une grande cuillère. C'est-à-dire le plus lentement possible. Et là, on a l'impression que les yeux ne bougent pas, parce qu'ils suivent parfaitement. Hein. Mais évidemment, si on fait ça, c'est plus une poursuite lisse, c'est une série de saccades. Là, hein. Il anticipe. Si on veut une vraie poursuite lisse, il faut aller très 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 lentement. Et à 5 mois, elle doit y être, elle doit être présente. C'est un élément qui n'est pas sans intérêt parce que l'absence de poursuite lisse peut signifier une lésion pariétale, ou du moins un problème pariétal. Ensuite, évidemment, les enfants qui louchent, les enfants qui restent strabistes, ne développent pas une poursuite lisse normale. Et s'ils restent strabiques, ils ne développeront jamais. Bon. Alors, un petit résumé sur le développement des interactions. À la naissance, le bébé fixe sa maman. À 3 semaines, il pompe ses yeux comme le lait de son sein. Hein, c'est ce bébé qui a le regard aimanté, transparent. Il n'a pas encore une fixation extrêmement précise, fait que souvent on a l'impression qu'il vous regarde à travers. Hein, mais les mamans savent bien que le bébé regarde. À 2 mois, ça c'est une étape extrêmement importante, cognitive. À 2 mois, le bébé se retourne pour chercher le regard de maman, papa qui arrive. Le bébé qui ne se retourne pas, il faut chercher. 2 mois, en même temps que cette époque-là, enfin à la même époque, le bébé développe le sourire social. Sourire-réponse, sourire social, appelez-le comme vous voulez. C'est le bébé qui s'éclate la tête, hein, c'est souvent même pas très joli, vraiment, peu importe. Le bébé s'éclate la tête et développe cette communication qu'il maîtrise. Hein, et il vous provoque avec son sourire, la maman, elle fond en face, évidemment, hein, et le bébé comprend, et il se fait cette sorte d'échange qui est tout à fait extraordinaire, qui est
probablement une explosion cognitive absolument considérable. Et dans des cas de retard de maturation visuelle, de nystagmus, de pathologie d'albinos, etc., l'apparition du sourire-réponse soulage. Parce qu'on sait que les circuits en arrière y sont, même si la vision n'est pas à un niveau optimal. 4 mois, j'ai dit que la stéroscopie était là, mais on n'a pas la preuve. À 4 mois, le bébé prend possession visuellement de sa main. Il ferme la boucle visuelle, proprioception ou tactilo-kinesthésique, comme vous voulez, et moteur. Et le bébé, on voit ce bébé de 4 mois qui attrape sa main, ça, puis qui joue avec dans son berceau, dans son truc. Et il commence à opposer le pouce et l'index. C'est-à-dire qu'il sort du primate infraverbal pour opposer le pouce et l'index. Le singe n'oppose jamais le pouce et l'index. Avant, le bébé a la pince digitopalmaire, avant 4 mois, doigt-paume. Et puis à 4 mois, il sort l'index du plan de la main, sa main devient tridimensionnelle, et il va se mettre à opposer le pouce et l'index. 4 mois environ. 4 mois, le bébé devient capable d'attraper avec les deux mains. Avant, il y en a une qui part un peu. À 4 mois, le bébé attrape, que ce soit son biberon ou n'importe quel objet intéressant. 7-8 mois, on peut commencer à tester la vision stéréoscopique. Alors, oula, ça ne peut pas. La prise en charge clinique, on va finir sur des aspects plus pratiques. La préoccupation principale, c'est d'éviter la myopie et le strabisme. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. L'autre préoccupation importante, évidemment, c'est de prendre en charge les malvoyances, les diagnostiquer et de les prendre en charge. Alors, pour le clinicien, quand examiner? Quand est-ce que l'enfant français est examiné? À la naissance, le médecin a dû contrôler l'intégrité des paupières, la transparence des milieux, voir qu'il n'y a pas d'anomalie visible, que les milieux sont transparents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cataracte.